Nous sommes le 14 mai 1948 à Tel Aviv. Ici, devant une foule enthousiaste, un homme aux cheveux grisonnants lit un document qui entrera dans l'histoire comme la déclaration de la création de l'État d'Israël. Après 2000 ans d'oppression, les Juifs déclarent qu'ils représentent un meilleur État. En Palestine, sur le territoire que, comme le dit la Bible, Dieu lui-même leur a promis. C'est une histoire incroyable dans laquelle David Ben-Gurion jouait un rôle central. C'est lui qui a travaillé pendant plus de 40 ans à la création de l'État. C'est lui qui a inlassablement encouragé son peuple, et c'est lui qui va maintenant diriger l'État en tant que premier ministre. Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Déclarer un État est une chose, le maintenir en est une autre. L'homme est né en 1886 sous le nom de David Grun, dans la communauté juive de la ville polonaise de Plonsk, près de Varsovie. Ses parents ne sont pas pauvres, ils possèdent 2 maisons. David recevra une bonne éducation. Son grand-père lui enseignera la langue de la Bible, l'hébreu, ce qui n'est pas tout à fait habituel, car sinon tout le monde ici parle le yiddish. Lorsque David a 10 ans, sa famille est fortement influencée par un pamphlet intitulé « L'État juif », rédigé par le journaliste Theodor Herzl. Il y affirme que les Juifs devraient quitter l'Europe, où, au cours des siècles passés, ils n'ont rencontré que de brutales vagues d'antisémitisme. Il suggérait qu'ils retournent en Palestine, d'où ils avaient été expulsés par les Romains au 1er siècle de notre ère. Mais l'Argentine, Chypre ou l'Ouganda ont également été évoqués. L'idée enthousiasme la famille, en particulier l'adolescent David. Lui et ses amis forment une société où l'on ne parle que l'hébreu entre eux, car c'est ainsi qu'ils pensent que le nouvel État devrait être créé. Leur décision de quitter l'Europe a été précipitée par la vague de pogroms en Europe de l'Est. Au cours desquels des milliers de personnes ont trouvé la mort à Odessa, Kiev, Kishinev et dans d'autres villes. Rien ne les arrêtait. C'est ainsi qu'en septembre 1916, avec le soutien financier de son père, David Grun descend d'un bateau pour rejoindre la terre promise, la Palestine. La fascination initiale est rapidement remplacée par la réalité. À l'époque, seuls 50 000 Juifs vivaient en Palestine, soit parce qu'ils y étaient restés depuis les temps bibliques, soit parce qu'ils s'y étaient installés au cours des dernières années sous l'impulsion de Theodor Herzl. Le territoire appartient à l'Empire ottoman depuis 5 siècles, et la grande majorité de la population est composée d'Arabes palestiniens qui, à juste titre, n'apprécient pas les nouveaux arrivants. Au début, David Grun travaille comme paysan, ramasse des pommes ou du raisin, meurt de faim, finit par attraper la malaria et se fait dire par un médecin que s'il reste en Palestine, il ne survivra probablement pas. Mais il l'emporte et reste. Il dit, si nous voulons vivre dans ce pays, nous devons le travailler de nos propres mains. Il finit par trouver du travail à Jérusalem et grâce à son niveau avancé d'hébreu, il devient rédacteur en chef d'un journal et militant juif. Il souhaite également porter un nom hébreu et choisit donc son nouveau nom de famille en l'honneur de Joseph Ben-Gurion, chef de la rébellion anti-romaine du 1er siècle. Tout change avec la Première Guerre mondiale. Les Ottomans abandonnent leur politique favorable aux Juifs, David est déporté en Égypte, et il s'enfuit à New York en traversant l'océan. Il y entame une campagne de recrutement pour inciter les Juifs à retourner en Palestine. Il s'avère rapidement que la plus grosse prise est une certaine Paula Moonweiss, juive américaine originaire de Minsk, que David épouse. Ils auront ensemble un fils et 2 filles, et elle le soutiendra jusqu'à la fin de sa vie, même s'il est presque inutile pour la vie de famille. Comme le diraient leurs enfants, c'est maman qui a construit la famille, et papa qui a construit l'État. Mais revenons à notre histoire. La fin de la Première Guerre mondiale entraîne un changement radical en Palestine. Les Ottomans, qui ont perdu la guerre, cèdent le territoire à la Grande-Bretagne. Par la déclaration dite de Balfour, elle approuve l'idée d'un État juif en Palestine. Voici donc ce qui se passe. Des milliers de Juifs commencent à arriver de l'Europe appauvrie, changeant progressivement le visage de la Palestine agricole endormie.
Ils achètent des terres aux Arabes, construisent de nouvelles villes, Tel Aviv par exemple surgit du néant, et mettent en place des coopératives agricoles autosuffisantes appelées kibbutzim. C'est précipité, et Ben Gourion aide à l'organiser. Il est très doué pour cela. Il est particulièrement doué pour les compromis car, comme on dit, lorsque 5 juifs se réunissent, ils ont 6 opinions sur tout. Ben Gourion est d'abord à la tête de l'Union juive Histadrout en 1929, puis en 1939, il fusionne plusieurs partis de gauche en un seul, appelé Mapai, qui devient le parti juif le plus puissant du pays. Puis, en 1935, alors que ses cheveux blanchissent lentement, il devient président de l'Agence juive, le gouvernement officieux des Juifs en Palestine britannique. À cette époque, il a derrière lui près d'un demi-million d'immigrants juifs, soit presque la moitié de la population du pays. Il n'est donc pas étonnant qu'en 1929, un soulèvement arabe éclate, les Palestiniens attaquant les villes et les colonies juives. Ben Gourion est modéré et ordonne à la milice, la Haganah, de faire preuve de retenue. Mais le chaos s'empare de tout le pays. La guerre civile menace d'éclater, et les Britanniques opèrent alors un revirement choquant à la tête du pays. En mai 1959, le gouvernement britannique annonce une nouvelle politique, consignée dans le Livre blanc, qui exclut de facto la création d'un État juif et, en outre, limite radicalement l'immigration juive en Palestine à seulement 15 000 personnes par an. Rappelons le contexte. À l'époque, la politique antisémite d'Adolf Hitler battait son plein. Le pogrom de la nuit de cristal avait déjà eu lieu en Allemagne, les synagogues avaient déjà été pillées et brûlées. De nombreux juifs européens aimeraient fuir en Palestine, mais ce n'est plus possible. Ben Gourion est confronté à un choix difficile. Il ne peut pas combattre les Britanniques aux côtés du plus grand antisémite, Hitler. Il choisit donc, une fois de plus, de faire des compromis. Il crée la brigade juive pour aider les Britanniques à combattre les nazis, mais il encourage également l'immigration clandestine dans le pays. La situation atteint des proportions absurdes après la fin de la guerre, lorsque le monde entier connaît les horreurs de l'Holocauste. Des bateaux remplis de personnes qui, souvent par miracle, ont survécu à l'enfer des camps nazis arrivent sur les côtes palestiniennes, et les Britanniques refusent de les laisser entrer. Au lieu de cela, ils les enferment à nouveau derrière des barbelés dans des camps de réfugiés à Chypre. Même les nerfs de Ben Gourion vont lâcher. Pour un temps limité, il s'allie aux groupes de résistance juifs les plus radicaux, l'Irgun et le Leshi, et sanctifie la lutte armée, y compris les méthodes terroristes. Le point culminant est l'attentat à la bombe contre le quartier général britannique, à l'hôtel King David de Jérusalem, qui fait 91 morts. C'en est trop pour les Britanniques. Ils décident de quitter la Palestine le 15 mai 1998. Et ce qui se passera ensuite sera décidé par les Nations Unies nouvellement créées. La Commission des Nations Unies présente donc une proposition. Nous diviserons la Palestine en 2 États. Un État juif et un État arabe. Les frontières proposées sont bizarres, car l'État juif aurait une minorité arabe de 45%, mais Ben Gourion est d'accord. Aux opposants, qui sont nombreux, il répète « Nous n'avons rien maintenant. Nous n'avons rien maintenant, et c'est mieux que rien ». Les Arabes, quant à eux, refusent toute revendication juive sur les terres palestiniennes et rejettent le plan dans son ensemble. Le 29 novembre 1947, un vote a lieu aux Nations Unies. Les Juifs ont besoin des voix de 31 nations. Toutes les grandes puissances sont pour, sauf la Grande-Bretagne. Et tous les États arabes sont contre, bien sûr. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. C'est un grand moment. Les Juifs de Palestine font la fête. Ben Gourion et d'autres dansent une danse traditionnelle appelée la Hora. Six mois plus tard, le 14 mai 1918, quelques heures avant que les Britanniques ne quittent définitivement la Palestine, David Ben Gourion lit la déclaration d'indépendance à Tel Aviv. ישראל כאן העם היהודי
בה עוצבה דמותו הרוחנית הדתית והמדינית. Selon la déclaration, le nouvel État s'appellera Israël, bien qu'il ait été proposé de l'appeler Judée ou Sion, et ce sera une république avec une forme démocratique de gouvernement, des élections libres et la liberté de religion. Les seules spécificités juives seront que le samedi, le sabbat, sera libre, que les institutions de l'État devront cuisiner de la nourriture kosher, et que les orthodoxes ne seront pas obligés de faire leur service militaire. Ben Gourion a 62 ans, et le rêve de plusieurs générations de juifs semble se réaliser. Sinon, tout cela n'est que du papier pour l'instant. Israël devra se battre pour son existence. Dès le lendemain, la guerre éclate avec tous ses voisins arabes. Ben Gourion, à la fois Premier ministre et ministre de la Défense, est responsable des combats. Il ne dispose que de 30 000 hommes et se voit opposer les armées régulières de 7 États voisins. Pourtant, il y parvient. Grâce à l'achat précipité d'armes lourdes et d'avions, notamment en Tchécoslovaquie, et à l'armement rapide d'un plus grand nombre d'hommes, le désastre est évité. En l'espace d'un an, grâce à d'énormes désaccords au sein de la coalition arabe, la guerre pour l'indépendance est terminée. Non seulement Israël existe, mais il dispose d'un territoire supérieur de 21% à celui que lui attribuait le plan initial des Nations Unies. Le revers de la médaille est que 700 000 Palestiniens ont dû quitter leur maison et vivre dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Ce sentiment d'injustice historique du côté arabe entraînera de plus en plus de guerres israélo-arabes. Mais revenons à David Ben Gourion. Il sera Premier ministre d'Israël, sans trop d'interruptions, pendant 13 ans. Durant son règne, il stabilisera le pays et résoudra la crise économique des années 50 en acceptant les compensations ouest-allemandes pour l'Holocauste. Ces négociations avec le chancelier allemand Adenauer, 7 ans après la fin de la guerre, déclenchent une vague de protestations massives dans le pays, mais Ben Gourion y résiste. Puis, en 1926, il subira également la crise dite de Suez, au cours de laquelle il aidera en vain les Britanniques et les Français à contrôler le canal de Suez en Égypte. Et c'est encore lui qui, en 1964, envoie des commandos israéliens en Argentine pour enlever Adolf Eichmann, l'organisateur nazi de l'Holocauste. Son exécution sera la seule de l'histoire de l'État d'Israël. Ben Gourion lui-même démissionne volontairement de son poste de Premier ministre en 1936. À l'âge de 77 ans, il s'installe avec sa femme Paula dans un kibboutz du désert du Negev, dans le sud d'Israël. Il dira « Voici notre avenir, car nous ne prenons la place de personne ici. » Vivre dans un simple bungalow et travailler dans les champs semble le ramener 60 ans en arrière, lorsqu'il a pris la plus grande décision de sa vie. Quitter sa patrie pour en trouver une nouvelle, la construire et la défendre. Pour lui-même et pour une nation qui n'avait fait que rêver d'un tel chose pendant 2000 ans.